il avait un jeune russe qui le servait à beaucoup de choses. C'était comme ça. Il était bien gras, bien maintenu, bien soigné. Il avait toujours un bel habit rayé, bien propre, et le capot aussi d'ailleurs. Alors un jour, je me suis aperçu que, parce que sa porte pouvait arriver à être ouverte, qu'il avait une belle paire de chaussures toutes neuves, en cuir. C'est rare en Allemagne. Hein. Alors, j'avais repéré le truc, avec mon copain Georges, je me suis arrangé pour que, enfin, moi je suis allé, sans bruit, au-dessus de ta chambre, j'ai soulevé le panneau qui était au-dessus de ton lit, parce qu'évidemment, il avait aussi un chalet à trois étages, mais l'étage du dessus s'en servait comme réservoir, comme armoire. Donc les chaussures étaient là, j'ai fait soulever, j'ai piqué les chaussures, je suis ressorti en vitesse. À ce moment-là, l'appel pour le départ à l'usine avait lieu, donc j'ai refilé mes godasses au copain, quand il était déjà en rang, parce qu'autrement je n'aurais pas pu me retirer, lui il emmenait ça, et il y avait 2 STO qui travaillaient aussi dans l'atelier où on était, le français qui était au STO, il n'avait pas le droit de nous parler. Il n'avait pas le droit de nous parler, seulement j'aime mieux vous dire que c'était difficile d'empêcher de te dire quelques mots en passant. Hein. Donc, il leur a proposé cette belle paire de chaussures contre des cigarettes. Alors, il nous a ramené, je ne sais plus combien, en fait, je sais que c'était des cartouches de cigarettes. Donc, il a ramené les cartouches de cigarettes, et on s'est trouvé un petit coin dans la nature du côté des Électres, là. On s'est fait une petite cache, et tous les jours, pendant les quelques heures de repos qu'on avait, on allait chacun à notre tour, enfin notre tour oui, parce que lui était le matin, moi le soir, pour l'inverse, on allait prendre 2 cigarettes. Ces 2 cigarettes, on allait les proposer au capot, à qui il avait piqué les godasses. On allait lui proposer pour une soupe supplémentaire. Alors j'aime mieux vous dire que ça nous a servi beaucoup. Alors, il m'est arrivé relativement souvent, je veux dire, que cette soupe supplémentaire, je la partageais. Il était difficile de voir des copains qui crevaient de faim, puis d'arriver avec une soupe, je me l'ai à manger devant eux. Ah bon, ils n'ont jamais recherché les chaussures, je n'ai jamais entendu parler. Ah. Non, parce que tu as pratique des chaussures, j'ai refait la même chose avec un pullover. Un bon gros pullover tricoté à la main, peut-être par ta grand-mère, je ne sais pas, mais enfin bon, on a refait la même chose. Donc on a fait ça 2 fois, et j'aime mieux vous dire que ça a été un drôle de soutien de nourriture. Hein. On a eu une fois aussi, d'ailleurs je peux recouper un moment où l'armée allemande a lancé une offensive dans les Ardennes. Et donc, ils l'ont annoncé, et paraît-il que d'ailleurs, le STO vous aura dit, il paraît que les Allemands, ça y est, ils ont chassé les Alliés, et tout ça, ils avancent. Alors effectivement, on nous a fait une fête. On nous a annoncé ça, hein, en français, que l'armée allemande repoussait les Alliés, puis alors, alors pour nous récompenser, ils ont demandé qui a 20 ans. Alors, 20 ans, oui, alors, donc tous ceux qui avaient 20 ans, ils leur donnaient une tranche de pain, comme un gâteau. Bon. Après, évidemment, et puis bon. Il y avait un petit copain, je sais que moi j'avais 20 ans, lui avait 18 ans. Et il était vraiment mal parti. Alors, avec cette tranche de pain, oui, coupé en 2, j'en ai donné un petit morceau, la moitié. Et lui, il a encore coupé le sien en 2. J'ai fait pareil, j'ai coupé le mien en 2. Bon, un petit quart de pain, bon. Puis j'étais quand même considéré encore comme un jeune. Hein, parce qu'il y avait beaucoup qui avaient une quarantaine d'années, 30, 35 ans, 40 ans. Hein, donc on était encore nous parmi les jeunes. Quoi. On les a dit non, mangez votre pain. Alors, cette course à la nourriture a quand même des scènes qui vous voulez, enfin, je dirais dramatiques, parce qu'il y a un moment, comme je disais qu'on était ravitaillés en personnel tous les mois, il est arrivé tout un convoi de Russes. De Russes qui étaient des Russes qui avaient été arrêtés quand les armées allemandes avançaient en Russie, hein, ils prenaient tout le monde. Donc ils sont arrivés là, puis eux étaient aussi, oui, entre eux.
Donc ils s'organisaient entre eux, à 3 ou 4. Quand il y avait un malheureux qui venait de toucher son carré de pain, s'il se promenait dehors, il lui sautait dessus, il lui piquait le morceau de pain. Alors, bon, t'arrives un moment, puis après ils enverdissaient, et au moment de la distribution, ils faisaient ils ont essayé. D'ailleurs, je vous dirais que je me souviens de ça une fois, ils ont essayé de sauter carrément sur les morceaux de pain entiers quand les capots les distribuaient. Là, bon, ça a fait une sacrée mêlée. Alors, il y avait encore les SS qui étaient là. Ils ont commencé à tirer en l'air, puis après, ils ont tiré dans le tas. Alors là, ils n'ont plus recommencé après. Ça s'est calmé. Parce qu'en fait, voyez-vous, il y avait cette espèce de révolution du fait de la faim qui ont créé ce genre d'émeute, en quelque sorte. Bon, pour vous rapporter sur quelques faits, il y avait quand même des gens qui étaient quand même à bout de souffle et qui savaient qu'ils n'étaient pas loin. En particulier, ce gars qui avait été arrêté à Oyonnax, il avait lui une quarantaine d'années, c'était un professeur d'ailleurs, et il avait été arrêté en descendant chez lui avant d'aller à l'école pour faire son cours. Il allait chercher le journal, des cigarettes, je ne sais pas quoi. Il est donc descendu de son appartement en bras de chemise. Et là, il a été arrêté parce qu'il y a une cinquantaine d'otages qui ont été arrêtés ce jour-là. Donc, lui était bien atteint aussi par la dysenterie. Et il nous a dit que les bombardements avaient déjà eu lieu. Et à ce moment-là, comme je dis, le terrain là-haut était des énormes épaisseurs de sable. Donc, il y a des bombes qui sont tombées, qui n'ont pas explosé. Donc, on décidait de les déporter pour leur accrocher une chaîne à l'ailette quand on pouvait. Et on les sortait, et les artificiers allemands venaient enlever la fusée pour désamorcer la bombe. Donc il nous avait dit, demain, quand on va retirer une bombe, eh bien, quand j'écarterai les bras, vous vous planquez. Alors, une bombe de 250 kg environ avait été retirée. Alors, comme les déportés étaient là, lui, il était resté à cheval dessus. Les artificiers allemands sont venus pour dévisser la fusée, avec des clés. Alors, il a écarté les bras, il a pris un marteau, il a tapé sur la fusée. Alors j'ai mieux vous dire qu'on n'a rien retrouvé, ni des Allemands, ni des déportés. Et bon, nous étions prévenus, on était tous aplatis. Aplatis, bon, parce qu'il y avait assez de bombes qui étaient là, mais qui avaient été désamorcées, donc couchés devant, tout est parti, on n'a pas été blessés, évidemment, mais qu'on était avisés. Voilà le genre de cas, de choses. Bon, il y a peut-être d'autres détails, mais enfin, bon, tout ne me vient pas à l'esprit, mais en fait, c'est déjà pas mal. Vous aviez raconté, lorsque vous étiez venu avec ma maîtra, que vous étiez chef de chambre, oui. Et que vous avez failli mourir. Oui, bon, alors, voilà encore un détail qui voulait. Je ne sais plus ce que j'ai déjà dit dans d'autres entretiens. Bon, oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, on rentrait pêle-mêle, on n'était pas affecté à une chambre, mais enfin, bon, on se regroupait. Et quand on était rentré pour la distribution du pain, il y avait un gars qui était nommé chef de chambre, c'est-à-dire, bon, c'était pas grave, c'était celui-là qui était destiné à aller chercher le morceau de pain, à le couper en tranches. Donc le chef de chambre devait toujours coucher dans le premier lit en entrant à droite. Donc, bon, quand tout le monde était rentré, lavé, on allait, chaque chef de chambre allait chercher le pain à distribuer. Et en même temps, le couteau qui avait pour toute la pièce. Donc on ne prenait pas de couteau, on prenait celui qui était rangé. Alors là, bon, il y a eu, première fois, j'étais à peine allongé, la porte est ouverte, j'ai pris une raclée. Bon, le capot m'a expliqué qu'il y avait un gars de Main-Chambré qui était sorti et qui était allé faire pipi le long du bloc. Alors, donc j'ai pris une raclée. Bon. J'étais chef de chambre, bon, c'était comme ça. Mais la distribution du pain, c'était quand même pas drôle. Alors, à un moment, nous étions 9 Français et 11 Grecs. Parce que un peu les nations se regroupaient, voyez-vous. Donc, bon, nous, on était 9 Français, il y avait 11 Grecs dans la même chambre. Là, moi, j'étais toujours chef de chambre. Alors, je coupais le pain en 20 morceaux, puis on installait ça parce que, bon, on disait, oui, on a des gros, des petits. Alors, le premier lit, j'ai choisi le premier, alors il prenait le plus gros pain qui pontait le plus gros. Ah, bon, c'était délicat, mais alors,
Bon, un jour, il y a une alerte. Quand il y a une alerte, on avait une malheureuse petite lampe quand même au-dessus. Et bon, pendant l'alerte, je voyais plus ou moins clair, je voyais les mains qui étaient avancées. Alors, avec mon couteau, je tapais dessus. Ben, un jour, il y a une main qui s'est retrouvée avec un coup de couteau dedans. Et puis un jour ou deux après, ça a été l'émeute. Autrement dit, quand la lumière s'est coupée, tous les Grecs se sont rués sur la table, parce qu'ils étaient arrivés au moment où les pains étaient installés. Et la lumière est revenue, bon, c'était la mêlée. Moi, je voulais qu'ils me laissent le pain, ils ne voulaient pas, tout le monde... Alors, je me suis retrouvé avec ces 11 personnes qui me sautaient dessus. On avait un petit tabouret dans chaque pièce qui était un rond en bois assez épais avec 3 pieds. J'ai attrapé les 3 pieds et j'ai tapé dans le tas. Vous savez, quand... parce que face à 11 personnes, on n'a pas le dessus. Hein. Bon, il y a un malheureux qui va se dire qu'il a pris sur le crâne. Bon, j'ai dû taper assez fort, le gars il s'est effondré. Hein. Je ne sais pas si le tabouret était jusqu'aux oreilles, mais pas loin. Alors, devant ce que je venais de faire, j'ai dit, ça y est, c'est terminé pour moi. Les cris, tout ça, évidemment, le capot était amené, il a vu ça. Il m'a pris par l'épaule, il m'a emmené vers le chef de camp, qui était un SS. Alors je me suis dit, bon, ben, vous savez, la corde, on y pense vite. Hein. Alors c'est là qu'il y avait une grande surprise, le SS m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, du bist gut zu bedienen. C'est-à-dire, tu es un bon chef de chambre. Alors, voyez un peu l'esprit. Je ne crois pas que le gars s'en est tiré. Moi, je dis que le tabouret est rentré là. Non, mais enfin, il a pris un bon coup quand même. Hein. Je l'avais considéré quand même fini, hein, sur le coup. Mais enfin, oui, parce que quand je vous dis ça, c'est que les Grecs étaient arrivés, ils étaient encore tout neufs. Voyez-vous, ils étaient costauds comparativement à nous. Quand on était là depuis 3-4 mois, ben oui, ceux qui arrivaient étaient costauds à côté de nous. Hein. Comme nous étions costauds quand nous sommes arrivés. Enfin, ça ne durait pas. Ben, voilà un petit peu l'ambiance de ce qui se passait. Quoi, mais à quelle occasion vous avez été chef de chambre? Est-ce que c'était systématique. On rentrait 20 dans la chambre et ils demandaient tout béline, hop, tout, hop. Ah d'accord. Alors toi, tu couches là. Ouais, c'était comme ça. Donc c'était vraiment... Alors comment se regrouper? Bon, moi j'avais appris quelques mots d'allemand. Hein. Alors, bon, j'arrivais à articuler un peu quelque chose, pourtant, bon, on m'a pris comme chef de chambre. Alors, moi qui avais 20 ans à côté de ceux qui avaient 40, 45 ans, 60 ans, c'était pas normal, je dis, vous voulez, mais enfin, bon, j'étais chef de chambre, bon, ben j'allais... Et comme j'avais pris des couteaux, hein, parce que bon, j'avais toujours mon petit métier d'ajusteur, de mécanicien, hein, donc je bricolais comme je pouvais, et donc j'avais fait plusieurs couteaux avec des culots d'obus d'ailleurs. Bon, j'ai bien des culots d'obus parce que oui, il y avait des espèces de rondelles qui étaient coupées quand les obus étaient faits, qui étaient coupées, alors c'était une rondelle qui est très dure d'ailleurs, qu'on pouvait chauffer, puis au marteau, la fixer comme le couteau. Alors bon, j'en distribuais à droite et à gauche, pourtant il y en avait à peu près dans toutes les chambres. Et les SS sont partis quand Les SS sont partis environ au maximum 2 mois sans SS. C'est resté 2 mois. Après le bombardement? Ah oui, après... ça c'était toujours après le bombardement, après le premier bombardement. Donc qui vous surveillait, des simples soldats allemands? Oui, la Wehrmacht, c'était les soldats qui avaient une 60aine d'années. Oui. Donc c'était vraiment la débandade. Ah oui, c'était eux d'ailleurs qui nous disaient « Oh, Deutschland kaputt, Deutschland kaputt ». Oui, et vraiment ils n'étaient pas méchants. Ils ne pouvaient rien pour nous, ils ne pouvaient pas nous faire à manger, il n'y avait rien. Mais enfin, bon, on n'avait plus cette finition par le coup de revolver dans le nique. Là, ça s'est arrêté. Tournait plutôt les yeux. Voilà. Enfin, t'es quand même... je ne sais pas si on connaissait, quand on a commencé à réparer le toit, et qu'ils nous tiraient comme des lapins. Quand on faisait des tours pour poser la plaque. Vous savez, bon, il n'y avait pas d'acte de résistance évident, mais il faut reconnaître que, au moins les Français,
faisait tout ce qu'il pouvait pour ne rien avancer. Alors surtout la construction du bâtiment après le bombardement. Alors on se disait, plus longtemps ça durera, moins vite on ira emboutir des obus. Pas seulement pour ne pas se fatiguer, mais aussi parce que c'était des obus qui vont tirer sur les Alliés, on les voyait. Donc tout ce qui ralentissait, on le faisait. Hein. Est-ce que vous en aviez saboté ou, Ben, le sabotage, il fallait être très prudent, parce que c'était l'exécution immédiate. Comme je vous avais dit, parce que ce four qui avait été soi-disant saboté, le gars il n'a pas fait exprès, je ne pense pas. Donc, mais ça a été considéré comme un sabotage. On a pondu. C'était peut-être pas lui le fautif. Je ne sais même pas s'il y avait un fautif. Voilà. Donc, voilà, on ne pouvait pas saboter pour faire découvrir. Donc il y avait ce ralentissement au travail, où on prenait des raclés, sans le risquer. C'était moins grave que le sabotage. C'était ralenti. Bon, eh bien, oui, la petite mise au point, c'est que, évidemment, 60 ans après, on se souvient des faits, mais pas tellement des dates. Si bien que je vous ai dit que j'avais été arrêté le 4 avril, en réalité, c'est le 15. Le 15 avril Oui. 43 44. 44. Le 15 avril 44. Bon, j'ai là ramené aussi un petit cahier de notes, pas que j'ai pris pendant que j'étais au camp de concentration dirigé par les Allemands, par les SS, mais au moment de la libération. Alors la libération, au camp de Ravensbrück, je vous ai raconté comment j'étais arrivé à Ravensbrück par convoi. Oui, par convoi, bon, dans des trains ou des sièges. Voilà. Alors voyez-vous, il y a plusieurs choses qui varient. D'une part, j'ai retrouvé mon petit cahier de quelques notes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis en même temps, je viens de recevoir un livre sur Neuengamme. Alors, moi, je n'ai même pas le temps de le lire. Seulement, je vous propose de vous le laisser, et puis j'ai mis des petits feuillets partout où j'ai vu où il était question de Wattenstedt. Ah bah écoutez, oui. Voyez-vous ? Donc, bon, vous pourrez le feuilleter, parce qu'évidemment, là, on a peut-être le temps, pas le temps de lire des choses comme ça. Maintenant, bon, il y a cette petite chose, là vous pouvez venir voir. Là, je veux bien vous le prêter aussi pour que vous arriviez à déchiffrer. Voyez-vous, donc, les convois pour nous transporter, les convois ont eu lieu, ben là on a été libéré, le Ravensbrück a été libéré 28-29 avril. Donc, j'estime que je suis resté au moins 8 jours à Ravensbrück avant que les Russes nous délivrent, si bien que, bon, j'ai donc été... les transports qui ont eu, il y aura eu, je ne savais pas combien de convois, de Wattenstedt à Ravensbrück, il y a eu 3 convois. Et il y en a un qui est raconté, ce n'est pas le mien, ce n'est pas le mien, mais il est tout comme. Je crois même dedans qu'il y a une image qu'on appelle des wagons tombereaux. Alors, les wagons tombereaux, je ne sais pas, si j'en ai parlé déjà, je suis en train de me raccrocher à ce qu'on avait dit. Oui, ça c'est le bâtiment du four crématoire. Voilà, le four crématoire, et puis il y a une salle qui est appelée la salle de soins, je ne sais pas quoi, qui en réalité est une chambre à gaz. D'ailleurs, dedans, il y a une dame qui est... Parce à Wattenstedt, j'arrive jamais à dire ce mot, à Wattenstedt, il y avait aussi des femmes, moins que d'hommes évidemment, mais on les voyait très peu, parce qu'on n'était pas mélangés. Hein. On les voyait un peu dans leur camp, séparés par des fils de fer barbelés, ça sont les triangles. Oui. Ben, je vous laisserai ce bouquin. Écoutez, moi, je vais lire pendant les vacances. Vous savez, bon, il y a une grande partie qui voulait la formation du camp de Neuengamme. Ben, moi, je dis, j'ai pas intéressant pour moi, mais je crois pas, mais enfin. Après, vous voyez, c'est tous des témoignages, comme je peux vous en faire de temps en temps. Alors, bon, il y a si vous arrivez à déchiffrer puis à lire, c'est bien. Très bien. C'est vous qui avez. Oui, en quelque sorte. Bon, il y a en quelque sorte, si vous voulez, l'état d'esprit que j'avais quand j'ai été libéré, parce que ça commence le 5 mai. Nous avons moi, je crois que j'ai été libéré relativement tôt, le 28 avril. Et je commence le 5 mai. C'est-à-dire que là, je commençais à revenir, si vous voulez, en vie.
Hein, parce qu'entre-temps, bon, il y a eu les soins. Donc, bon, ben, vous savez, il y a ce que, vous savez, c'est pris sur le moment. Hein, Mais c'est bien, c'est bien. voilà, donc Justement, il faut arriver à lire. Non, Et c'est pas bon, bon, vous savez, ça passe de jour en jour. Mais alors, il y a autre chose. Et là, on est le 8 mai, enfin, moi je sais, j'ai repéré à quel moment j'étais emmené dans l'hôpital russe. Je décris d'ailleurs comment on a été soigné par des docteurs russes, que oui, je me souviens quand même, c'est vrai qu'elles étaient mignonnes, ces dames, elles nous ont bien soignés. Ben, écoutez, je le dis, Ça donne du beau mot. si vous arrivez à lire tout ça, eh bien, bon, alors il arrive un moment où, il y a, entre parenthèses, je t'ai mis ça c'était les journaux, en quelque sorte, qu'on nous a donné. Vous voyez, c'était des informations, des nouvelles qui étaient prises par radio, qui étaient imprimées, pour nous apporter ça au camp. Bon, c'est un petit souvenir.